L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse évoquer le sujet de la valorisation de portefeuille pour les gérants. On sait que dans le private equity, faut que je le dise parce qu'effectivement, c'est le gros sujet. On voit qu'il y a un métier qui se développe de plus en plus, des problématiques aussi qui sont importantes dans ce cadre-là, parce qu'effectivement, on est dans le monde du private equity, donc dans le privé, et comment faire en sorte justement de s'adapter à la fois aux réglementations, aux évolutions des demandes des LPs, parce qu'ils sont de plus en plus importants. Et donc, on a voulu faire cette table ronde de rentrée en amont de l'IPEM aussi pour pouvoir justement partager quelques insights. Et en plus, on aura la chance d'avoir une table ronde d'une très grande qualité avec des speakers de renom que je présenterai juste après. Donc, pour ma part, je suis Sébastien Payet, je suis le fondateur de Scalix. Donc, Scalix, c'est une plateforme qui permet d'accompagner à la fois des banques dans l'underwriting du risque quand ils veulent financer des entreprises technologiques, souvent non rentables, et aussi une plateforme de valorisation de portefeuille private equity pour les sociétés de gestion. Donc voilà, on accompagne un certain nombre d'acteurs aujourd'hui un peu partout en Europe. Voilà. Je laisse la main à Henri-Pierre pour se présenter et aussi pour vous faire une petite introduction dans le monde du private equity. Et ensuite, on aura une table ronde animée ensemble. Merci beaucoup, Sébastien. Ça vous embête si je m'assois plutôt? Ça sera pas très long non plus, donc ne vous inquiétez pas, parce qu'on a effectivement pris un tout petit peu de retard. Donc l'idée, c'était peut-être de vous brosser, de vous donner quelques éléments d'abord sur la raison pour laquelle on a fait cette table ronde, en fait, ce qui nous a amené à décider de ce sujet, à s'y intéresser, et également peut-être permettre à chacun de se présenter, peut-être plus personnellement. Alors peut-être, si ça vous va, je vais commencer par peut-être passer le micro à chacun pour qu'il puisse se présenter. Donc voilà, ma voisine de gauche. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tiana Rambato-Manga, je suis avocate associée au sein du cabinet Wilkie Farr & Gallagher en asset management, donc gestion d'actifs, et je suis plus spécialisée dans la structuration de fonds d'investissement private funds, c'est-à-dire non cotés, donc actifs private equity au sens large, infra, dette, immobilier. J'interviens pour des GP dans la structuration de fonds, mais également pour des investisseurs, des LP. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on m'a gentiment invité ce matin pour pouvoir échanger sur la vision plus réglementaire côté GP et LP de mes panélistes qui occupent ces rôles bien plus intéressants. Bonjour. Plus intéressant, je ne sais pas. Bonjour, moi je suis le GP de service, si j'ai bien compris, Richard Dallot de Ciparex, où je suis associé et en charge de l'activité mezzanine depuis une petite dizaine d'années. Merci. Jacques Darcy, je suis représentant du FEI en France. Le FEI a beaucoup grossi en taille et en complexité ces dernières années. Et donc, au début de cette année, nous avons décidé de créer des postes entre guillemets ambassadeurs dans différentes capitales, dont moi pour le marché suisse et français. On connaît le FEI de par ses investissements. Ce qu'on sait moins, c'est que le FEI gère des mandats, des fonds. Nous en gérons 200. Ils sont abondés par nos actionnaires, la BEI, la commission, etc. Mais également des États membres, des régions, dans pas mal de cas, et le secteur privé. Et donc, je suis basé au sein du bureau du groupe BEI à Paris. Et vous avez Christophe Alix, qui est notre responsable de la communication pour le groupe pour la France, qui est là. Donc, vous pourrez échanger avec lui également. Voilà. Et Sébastien, tu t'es déjà présenté. On ne te présente plus. Moi, je suis Henri-Pierre Jonker, je suis cofondateur de Ether. Ether, c'est un établissement de paiement et qui joue deux rôles, en fait, qui est un rôle d'agent des opérations, d'agent administratif, donc des investissements que vous faites en tant que GP, effectivement, dans des sociétés, que ce soit sous forme de dette ou d'equity ou d'autres instruments financiers. Et on est également, effectivement, agent administratif. On gère donc, la partie administrative, quelque part un peu le middle office de vos opérations de manière déléguée, donc sur vos investissements. On a développé une practice en fait, de valorisation d'instruments financiers
il s'est développé assez naturellement en fait avec l'activité d'agent, puisqu'en fait on se rend compte que c'est assez synergétique en fait, que finalement ce qui permet de faire une valo, c'est en fait l'information qui circule en fait entre l'emprunteur ou l'investi et son investisseur. Et c'est à ce titre effectivement qu'on a été amené en relation avec Scalix à penser à cette conférence. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette conférence ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un corpus de savoir-faire, il y avait des pratiques, il y a un métier de la valorisation des investissements de private equity. Mais bon, il y a peut-être besoin aussi, compte tenu d'un contexte qui a quand même pas mal changé dernièrement pour plein de raisons que vous connaissez très bien, il y a peut-être effectivement un besoin de faire avancer la réflexion sur certains segments du marché qui ont émergé, qui sont peut-être un peu plus nouveaux ou qui ont en tout cas qui ont créé des besoins nouveaux peut-être de valorisation qu'on n'avait pas forcément anticipés, et c'est normal effectivement que les questions se posent. Donc je n'avance pas plus dans le sujet, juste pour vous dire effectivement que quand même vous rappelez quelques chiffres que vous connaissez déjà, mais qui moi m'ont frappé quand j'ai travaillé sur la préparation de cette conférence. D'abord, je réalise qu'il y a effectivement 230 milliards à peu près d'investissements en private equity annuellement, en tout cas pas annuellement, par semestre en fait. Donc sur le premier semestre de 2024, 230 milliards à l'échelle européenne, c'est effectivement beaucoup d'argent. Ça concerne 10 millions d'emplois de manière directe ou indirecte. C'est en hausse en plus par rapport à 2023, donc on est plutôt sur une tendance qui est assez porteuse, même si on a connu des années beaucoup plus fastes dans les années, en 2022 par exemple, où c'était carrément le double en fait, de l'investissement sur le premier semestre 2022. On sent que c'est un secteur qui représente beaucoup de l'économie européenne, mais effectivement qui reste quand même assez volatile en fait, donc on en est tous conscients. Il y a le sujet de la valorisation, évidemment, n'échappe à personne, c'est bien le cœur du sujet. Et on voit bien que là aussi, elle est quand même assez variable, même si historiquement, le PE a toujours eu une certaine résilience en termes de prix, ou une variabilité peut-être un peu plus faible que les marchés. On se rend compte qu'effectivement, les multiples moyens ont beaucoup évolué, et on sait tous que ces multiples moyens, en fait, cachent une grande diversité, en fait, de valorisation selon les sous-jacents et selon les situations. Les thèmes principaux, vous les connaissez aussi. On pensait qu'il y aurait beaucoup de restructuring. Finalement, ça n'a peut-être pas été aussi flagrant que ça. Il y a eu, par contre, on voit bien que dans la partie growth stage, en fait, donc la partie qui touche vraiment le développement, le scaling, j'utilise le mot scaling des entreprises, la capacité à changer d'échelle, c'est là qu'il y a des enjeux importants. On y reviendra, et c'est là aussi que l'argent cherche à aller actuellement. Juste un mot sur le segment un peu spécifique de la dette privée, qui est peut-être un peu le nouvel, un sujet qui évolue assez vite en fait dans le panorama du financement par les fonds. Aujourd'hui, c'est 60 milliards, donc sur les 230, 60 milliards, donc c'est déjà un très gros morceau. Il y a peut-être une tendance un peu à la stabilisation des investissements, parce qu'effectivement, par rapport à 2023, le premier semestre, donc ces 60 milliards du premier semestre sont un tout petit peu en baisse par rapport à 2023. Mais c'est quand même un segment qui a tendance à croître de manière très importante en Europe et en particulier en France. Et enfin, le venture capital qui représente aujourd'hui, qui représente à peu près 20-25 milliards d'investissements, si je comprends bien, sur le premier semestre de 2024. C'est aussi une poche qui, pour le coup, elle est assez constante en termes en tout cas sur les 2 dernières années, il n'y a pas eu énormément de variations, il me semble, sur les volumes d'investissement. Et c'est aussi pour moi un peu un point d'interrogation, parce que je trouve que 20-25, je me pose la question de savoir si 20-25 sur 230, c'est-à-dire 10%, c'est pas un signe de quelque chose. Voilà. En parallèle de ces chiffres assez impressionnants, je pense qu'il y a une préoccupation qui émerge et qui ne vient pas de moi, qui est clairement que le FMI très récemment a un peu enfoncé le clou sur un décrochage de la productivité horaire en fait en Europe, très significatif et très marqué depuis les années 2000, en fait depuis le début des années 2000. Les chiffres avancés par le FMI sont d'à peu près 30%, donc on aurait perdu globalement 30% de productivité au sens monétaire horaire par rapport aux États-Unis. Et c'est considérable, et je pense que tous ceux qui ont voyagé aux États-Unis dernièrement ou qui suivent effectivement la manière dont le pouvoir d'achat évolue, par exemple aux États-Unis, se rendent compte de ce décrochage effectivement assez marqué. Et une des raisons que pointe le FMI, mais c'est pas une des raisons, ça a l'air d'être une raison qui est assez prépondérante pour eux,
c'est précisément en fait les difficultés à financer les sociétés et à leur permettre de passer, justement, de changer d'échelle. Pour plein de raisons, parce qu'effectivement, le marché communautaire n'est pas du tout structuré comme le marché américain. Mais il y a clairement un problème qui est identifié à ce niveau-là. Et je pense que, effectivement, en tout cas, je lis que finalement, dans les éléments qui pourraient permettre d'améliorer les choses, il y a tout un sujet autour de la lisibilité et de la valorisation, finalement, on y revient. La lisibilité de la valorisation, c'est un peu implicite, mais c'est là, des investissements qui sont faits par les fonds. Voilà, donc après vous avoir donné en fait ces éléments, on va peut-être aborder la question plus en détail. Bon, je pense que les enjeux, vous les avez compris. Il y a effectivement des enjeux économiques, on vient d'en parler. Il y a aussi des enjeux en fait réglementaires qui apparaissent assez vite, bien sûr, puisque les pistes d'amélioration, ce sont aussi des aménagements réglementaires ciblés sur plein de sujets, et notamment sur les enjeux aussi méthodologiques, sur lesquels on reviendra peut-être pas en détail, parce que le temps nous est un peu compté. Voilà, je vous remercie, et donc je te repasse la parole, cher Sébastien. Merci Henri-Pierre. Bon, on va attaquer cette super table ronde après ce contexte amené de manière remarquable par Henri-Pierre. Donc, quand on a préparé la table ronde, l'objectif, c'était qu'on puisse aborder 72 thématiques. On va s'en contenter de 2 aujourd'hui, parce que je pense qu'on va tenir le timing, il va falloir qu'on soit assez rigoureux, et ça va être mon exercice aujourd'hui. Donc, on va commencer par un petit peu de contexte, que chacun des intervenants puisse partager de son point de vue les grandes évolutions qu'il a pu voir du métier du monde du private equity. Et puis ensuite, on s'attaquera plus au sujet effectivement de la valorisation, comment les exigences de valorisation ont évolué, notamment amenées par une augmentation de la réglementation. La IFM a eu pas mal d'impact, et aussi les exigences des LPs de plus en plus fortes pour pouvoir justement investir des montants de plus en plus conséquents. Donc voilà. Si on a un petit peu de temps, on traitera un petit peu l'ESG, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est assez important et qui peut avoir des impacts sur la valorisation, mais je ne vous promets rien, sinon on fera une prochaine table ronde à ce sujet. Donc pour commencer, je voulais proposer à Richard d'introduire le sujet et surtout effectivement de partager, toi en tant qu'investisseur de la place depuis pas mal d'années, quelles sont les dernières évolutions que tu as pu voir justement sur le métier du private equity, et notamment autour de ces sujets d'exigence de valorisation. Autour des sujets alors je ne sais pas si le micro fonctionne. On entend bien? Bon, parfait. Autour des questions de valorisation, et les évolutions, alors effectivement, tu as rappelé que fait un petit nombre d'années que je suis dans le métier, et je l'ai été avec une autre casquette, c'était celle de LP. Je pense que l'évolution de fond la plus forte, c'est probablement qu'il y a une grande uniformisation, une meilleure uniformisation et standardisation des approches de valorisation. Voilà. Et tout ça grâce à tout le travail de l'IPEV, qui a fixé des guidelines autour de la juste valeur. Alors ça a démarré il y a 20 ans, mais l'adoption est un peu plus récente. Alors, standardisation des approches, ça ne veut pas dire qu'ensuite les applications de ces approches sont les mêmes, et en revanche, il y a une grande diversité d'applications des mêmes approches par les différents acteurs. Donc ça c'est un point qui est particulièrement important et qui a créé quelque part plus de volatilité. Quand même dans les valorisations, il y a une vingtaine d'années, le principe d'un GP, c'était il ne faut pas que la valo bouge trop, et en particulier, je dois offrir un uplift au moment où on sort la ligne de 10 ou 20% de markup au-dessus de la dernière valo dans les livres. Voilà. Aujourd'hui, on a des valos qui sont plus volatiles. Alors, on n'a pas du tout la volatilité qu'il y a évidemment sur les marchés financiers. Ça, c'est une première évolution forte. Et derrière ça, il y a plusieurs facteurs. D'abord, les valorisations ont suivi les évolutions du marché du private equity que tu évoquais, notamment l'explosion des fonds de dette en termes de volume. Et donc, du coup,
le développement de méthodes de valorisation des fonds de dette. Là encore, en termes d'approche. Alors, il y a une dizaine d'années, ça paraissait pas très important, à part prendre en compte le risque de crédit. Depuis 2 ans, avec les mouvements de taux d'intérêt et la volatilité des taux d'intérêt, le sujet est devenu particulièrement criant, en fait, et le constat que on n'a plus des valorisations de dette qui sont juste la valeur nominale ou la valeur faciale, mais qui vont réellement prendre en compte l'ensemble des risques de crédit, de taux et parfois même d'equity quand on a des instruments hybrides. Et ça a introduit aussi une complexité parce que ça a des conséquences aussi sur les valorisations equity, puisque la question devient est-ce que la valorisation de l'equity, c'est la valeur de l'entreprise avec des méthodes, quelles qu'elles soient, diminuées de la valeur faciale de la dette ou est-ce que c'est la juste valeur de la dette? Et donc, j'ai une fourchette, là encore, qui est particulièrement puzzling, j'ai envie de dire. Voilà. 2 dernières évolutions. D'abord, on a eu ces dernières années le Covid, la guerre en Ukraine. Donc là encore, tout ce qui est dislocation de marché et développement de méthodes ad hoc, en fait, et reconnaissance qu'on ne peut pas projeter des méthodes comme ça automatiques et que finalement la valorisation reste un exercice de jugement et non pas quelque chose d'automatique. Et la dernière évolution, mais qui est à un stade assez infantile et que tu as touché du doigt, c'est les aspects ESG dans une entreprise où il est devenu évident maintenant que les impacts sur la valorisation sont énormes. Hein. On connaît tous la statistique qui date maintenant d'il y a 1 an ou 2 ans, suivant laquelle un processus de M&A sur 2 a bugué parce que l'entreprise n'avait pas pris la trajectoire de décarbonation qu'il fallait. Donc même si la valeur de l'entreprise ne bouge pas, en revanche, la valeur de l'equity, elle va bouger, puisque quelque part, l'acheteur va prendre en compte une dette carbone. Et cette dette carbone, c'est cette somme des CAPEX qui va inévitablement falloir passer. Et là, les impacts peuvent être monstrueux. Ça polarise véritablement les actifs pour le coup. Et là, en termes de méthode, on n'y est pas. En termes de prise de conscience de cet enjeu climatique, notamment dans les valorisations, c'est clairement acquis. En termes de méthode, on n'y est pas. Ah, super. Tiana, je voulais avoir ton avis aussi parce que tu accompagnes beaucoup de fonds dans leur structuration et je pense qu'effectivement l'évolution du métier de private equity, de plus en plus d'actifs qui sont alloués justement sur ces types d'acteurs a dû entraîner des évolutions dans la manière dont ils se structuraient. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Et notamment, quand on préparait la réunion, tu parlais de la différence entre les fonds ouverts et les fonds fermés, qui est une grosse différence et dans lequel justement l'évolution des méthodes de valorisation va être clé pour justement accompagner cette évolution. Alors, oui, absolument. En ce qui me concerne, si on met à part le développement, l'essor des fonds de continuation, mais ça, c'est un point de vue marché plus que structuration, parce qu'il y a un manque de liquidité aussi. On veut faire des fonds qui permettent de continuer l'investissement dans une société. L'événement le plus marquant, c'est la démocratisation du private equity qui a influencé les structurations de fonds. En fait, tout ça, c'est passionnant en vous écoutant parce que c'est très économique et macro. C'est une question de financement de l'économie. La classe d'actifs est en plein essor. Sur un modèle économique où auparavant, effectivement, on était sur un marché professionnel de fonds déclarés, de poids des LP et de très peu de réglementation. Sans refaire l'histoire de la réglementation sur les fonds, moi, quand j'ai débuté, en fait, il y avait uniquement une instruction AMF COB qui disait pas grand-chose et pas de réglementation au niveau européen. Ça, c'est la directive AIFM à laquelle Sébastien fait référence et qui a permis un niveau de réglementation équivalent dans toutes les juridictions et qui traite de la valorisation. C'est assez fou de se dire que le private equity, c'était vraiment un espace absolument régulé, mais c'était le cas et c'était normal puisque c'était non coté. À partir du moment où il y a une pas du tout raréfication, mais moins de financement des entreprises, il a fallu trouver des financements plus souples. Et là, ça a été le boom des fonds d'investissement. Donc, les booms de mon métier sur la structuration de fonds, notamment de dette. Et c'est pour ça que l'AMF, la première, là récemment, les dernières phases de contrôle qu'elle a fait sur la valo, c'est sur les fonds de dette.
Pourquoi je vous parle de démocratisation du private equity? Parce que d'une classe d'actifs réservée à des, entre guillemets, privilégiés, institutionnels, on a souhaité, pour différentes raisons, l'ouvrir à des particuliers ou à des personnes, j'y reviendrai, qui sont des gatekeepers de confiance pour nous dans notre économie française des assureurs, pour pouvoir driver avec plus de confiance un financement de l'économie à travers les particuliers. Pour des questions de performance de portefeuille, certes, mais aussi pour des questions de levée de fonds. La levée de fonds dans un fonds donc, ouvert grand public, le grand public, vous et moi, on ne va pas dans un OPCVM pour faire de l'argent, mais si on va dans un fonds de private equity qui offre une semi-liquidité, on arrive à un résultat beaucoup plus satisfaisant. Et donc, cet exercice de démocratisation a modifié les structures. Il y a, en résumant un peu, il y a des fonds fermés, donc réservés à des investissements. Donc, c'est des fonds en fait qui sont des fonds déclarés, qui ne font pas l'objet d'un agrément préalable de l'AMF. Donc, la société de gestion avec son conseil constitue le fonds. C'est négocié avec les CLP. Les termes sont négociés et là, on est dans un marché LP-driven. Et la valorisation, notamment, est absolument discutée et décidée par les LP. Il y avait donc un niveau de diversité en fonction de quel LP on avait qui était assez important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre économie, on a très peu... Willkie Farr, c'est un cabinet américain, donc j'ai quelques instruments de comparaison de mes collègues. On a une économie qui n'est pas encore vraiment très... qui n'est pas organisée autour de fonds de pension, de fonds de retraite, qui pourtant sont les grands investisseurs du private equity pour délivrer de la performance. Donc ce type d'investisseur a imposé des règles parce qu'il devait répondre d'une valorisation du portefeuille, d'une performance et d'obligations fiduciaires. Ce que je décris là, c'est ce qui est en train de se passer doucement en Europe et particulièrement en France, notamment avec l'entrée en vigueur d'une loi qui s'appelle la loi Industrie verte, au sein de laquelle, c'est très important, mais c'est assez caché, des mesures sont faites pour obliger les assureurs à présenter une offre private equity dans leurs UC, contrats d'assurance vie, et dans le PER. C'est applicable en fin d'année 2024 et ça prévoit des pourcentages minimaux dans l'assurance vie, les contrats d'assurance vie et les PER qui vont... Il y a plein de détails en fonction des horizons, mais de 0 à 15%. Donc ça veut dire que vous et moi, si on veut faire une UC, on va devoir proposer une offre private equity. Ça ne veut pas dire, et évidemment c'est ma paroisse qu'on doit le faire, et on ne contraint pas. Par contre, ça veut dire que comme au restaurant, il faut présenter un menu et un choix. Et ça, c'est quelque chose qui a absolument changé la structuration des fonds, puisqu'on est passé d'un monde où le régulateur arrivait a posteriori à un monde où le régulateur vient a priori. Parce que là, intervient l'AMF qui a un rôle de protecteur de l'épargne, et j'ai envie de vous dire heureusement. Pardon. Ok. Donc voilà, ça c'est la deuxième évolution où le régulateur est arrivé. Et la troisième évolution, on y reviendra, mais c'est l'arrivée de nouveaux gatekeepers de confiance qui ont un impact très fort sur la structuration des fonds, où ils veulent, notamment et beaucoup sur la valorisation, un reporting à la hauteur de ce qu'ils vont proposer à leurs épargnants. Bon, super. Bon, c'est une bonne introduction pour la deuxième partie. Juste avant de rentrer dans la deuxième partie, justement, sur l'AMF et les contraintes des LP, je voulais revenir avec toi, Jacques, parce qu'effectivement, tu as commencé à l'effleurer, Tiana, sur le sujet des différences entre les États-Unis et l'Europe. C'est vrai que quand on préparait la réunion, Jacques, tu disais qu'effectivement, il y a des différences structurelles entre le marché américain et le marché européen. Henri Pierre citait effectivement les écarts de performance entre nos deux environnements. Avec un marché américain beaucoup plus désintermédié, alors qu'en France ou en Europe, on va beaucoup plus passer par l'intermédiaire des banques. Comment tu vois cette évolution? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va progressivement se dissoudre, comme le disait Tiana, effectivement, avec des produits proposés plus directement? Comment est-ce que tu vois les choses et comment, justement, en tant que LP, quelles sont les attentes en tant qu'LP? Est-ce que vous cherchez justement à vous appuyer sur des intermédiaires ou est-ce que, au contraire, justement, le fait d'avoir plus d'emprise directe avec vos gérants, c'est... Donc, en fait, la réglementation est bienvenue. Par contre, un certain nombre de pistes de réflexion, c'est d'abord les écarts de productivité. Il y a une accélération fulgurante depuis le Covid à peu près.
Par contre, il faudrait bien étudier le coût de l'énergie et l'utilisation de l'environnement dans ça, de toute la réglementation européenne de protection de l'environnement, accord de Paris, etc. Donc là, je pense que ça joue quand même pas mal. Alors, par rapport à la mise en place de cette réglementation, je pense que le vrai défi à l'heure actuelle, c'est de trouver des moyens d'en faire quelque chose de plus dynamique et de plus automatique en ce qui concerne notamment les valorisations. Parce que la manière dont ça s'est passé, c'est que le régulateur a dit aux investisseurs tels que nous, au LP, mettez en place ce type de réglementation. Et nous, on a passé en fait ça aux sociétés de gestion. On a dit, débrouillez-vous, si vous voulez que j'investisse chez vous, il va falloir compter de la manière suivante et me justifier vos valorisations de la manière suivante. Et in fine, tout ça a un coût. C'est-à-dire, nous, vis-à-vis de nos mandants et de nos actionnaires, on leur facture ça. Et puis in fine, c'est un coût. Donc, il faudrait que le coût net de cette réglementation, qui a ses bénéfices, soit in fine favorable à l'économie européenne en général et à l'écosystème du private equity. Et c'est là où peut-être qu'en deuxième partie d'échange, il va falloir trouver des pistes pour que ce soit moins lourd, moins statique, moins rigide, moins coûteux aussi. Et si on veut vraiment avoir un accès à ceux qui ont vocation à être les investisseurs européens du capital risque, de l'equity, qui sont les assureurs, les fonds de pension, etc. Une piste de réflexion, c'est que jusqu'à présent, l'approche a été j'ai 10 boîtes en portefeuille, 100 boîtes en portefeuille, celle-ci vaut 1, 2, 3, 4, 5, je fais la somme et puis voilà la valeur de mon portefeuille. Et je pense que la valeur d'un portefeuille est une valeur qui est bien sûr faite de l'addition de toutes ces valeurs individuelles, mais également il y a des valorisations de portefeuille. Et ça, je pense qu'il va falloir creuser cette piste très sérieusement dans les années à venir. Super. Tiana, tu te sens d'attaque pour reprendre le lead sur la deuxième partie. Effectivement, tu avais commencé à évoquer le sujet effectivement de la IFM. Toi, quelles sont les grosses évolutions Jacques parlait effectivement de la réglementation et l'effet bénéfique que ça a. La IFM est en train effectivement de faire évoluer l'industrie. L'AMF fait de plus en plus de contrôles sur les sujets de valorisation, comme tu disais. Comment tu vois cette évolution et comment tes clients arrivent à s'adapter justement aux évolutions assez rapides de ça parce qu'effectivement, on avait cité pendant la préparation, mais ça n'a pas été redit tel quel, avec une manière de faire encore très artisanale en fait de ces sujets de suivi, de mise à jour, de valorisation. C'est vrai que les contraintes de l'AMF sont de plus en plus importantes et risquent de continuer à évoluer. Comment vous voyez ces évolutions dans l'accompagnement ? Il y a deux questions. Il y a la réglementation et l'application de la réglementation. L'IFM, elle est assez vieille. C'est une directive qui a 10 ans. L'entrée en vigueur, c'était moins de 10 ans, et qui va être revue, au sens où on a une nouvelle version de l'IFM qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Et donc, ces règles-là vont être revues dans leur application. Néanmoins, le cadre réglementaire, et là, je vous résume le cadre réglementaire doctrine AMF européen, donc de l'IFM et français, c'est des grands principes qui restent quand même très flous. Il y a 4-5 grands principes. Un gérant de portefeuille AIFM doit avoir établir des procédures de valorisation, les réexaminer et les mettre à jour. Donc ça, c'est au moins annuel et au moins au moment de l'établissement de chaque valeur liquidative pour les fonds en fonction des valeurs liquidatives du fonds, donc du portefeuille de ce fonds d'investissement. Évidemment, il y a un principe de juste valeur qui a été posé, puisque la mise à jour, c'est par rapport aux conditions de marché, et des déclinaisons de ces principes, mais qui dépendent du régulateur lui-même dans l'application, parce que procédure et principe de valorisation, procédure, pour être un peu plus pratique, ça veut dire qu'est-ce que c'est que les méthodes que je vais appliquer. Il faut une méthode par classe d'actifs, et la mise en œuvre, c'est, je parlais des principes, c'est la méthode de valorisation, et les procédures, c'est comment je les mets en œuvre. Donc, socle réglementaire
assez flou pour un gérant, franchement. Donc les clients, quand l'AIFM est arrivée, ils ont dû faire des procédures, ils ont dû se demander s'ils avaient un expert indépendant, ils ont dû se demander si il fallait des comités de valorisation. Et finalement, entre la grosse société de gestion sans donner de nom, voilà, de l'économie française, jusqu'à la petite indépendante, et c'est pas du tout le même comité. Les valorisateurs, ça peut être le dirigeant, alors que l'autre, il y aura un beau comité de valorisation qui pourra donner son avis macro, etc. Ça, c'est le cadre. Ensuite, il y a finalement le rôle du régulateur qui est croissant compte tenu de la croissance de la classe d'actifs et qui sait beaucoup. La valorisation, c'est été le centre un des centres de contrôle de l'AMF. Donc l'AMF a fait des contrôles sur les LGP. Si vous cherchez un peu dans ce qui s'est passé dans la doctrine AMF, elle a aussi fait des contrôles sur des sociétés de gestion de private equity, en indiquant ce qui n'allait pas et ce qui allait, dans le cadre de contrôles qu'on appelle spot, donc qui ne sont pas des sanctions, mais des demandes de correction. Ça nous a servi beaucoup pour driver nos clients, qui est effectivement un des risk factors dans un fonds de private equity, et un des seuls qu'il faut avoir, c'est le risque de valorisation, qui dit, attention, c'est le savoir-faire du LP, du GP, c'est le savoir-faire donc de ce gérant, et la valorisation de son fonds peut ne pas correspondre à la réalité. Parce que le but de la valo, c'était ça, c'est de dire dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que ça vaut ce portefeuille. L'AMF a développé maintenant une espèce de soft law qui sont des règles non écrites, avec une doctrine non écrite, où effectivement, en fonction, donc il y a 3 familles de fonds, fonds déclarés, ce que je vous disais, l'AMF regarde a posteriori, LP-driven, voilà, notamment par des grands investisseurs institutionnels comme le FEI qui impose et qui pose des questions et qui, pendant le Covid, etc., ont passé beaucoup de questions sur les valos et qui peuvent appliquer leur propre décote, mais les gérants ont dû en rendre compte. Deuxième catégorie, les fonds complètement ouverts, liquides. Dans ce cas-là, effectivement, l'AMF, c'est a priori pas d'agrément si les procédures ne me vont pas. Troisième catégorie de fonds, et c'est celle-là qui s'est développée, c'est le semi-liquide, l'Evergreen, l'assureur. Et là, la valorisation, c'est ni combien mon portefeuille, l'objectif va valoir, ni est-ce que je peux rentrer, sortir, est-ce que c'est liquide, est-ce que ma valo correspond à ce que le prix que je paye. C'est tout ça, mais c'est surtout, j'ai un assureur, le gatekeeper régulé par la SCPR, qui doit rendre des comptes et qui doit valoriser son contrat d'assurance vie. Donc, s'il se base sur une mauvaise valeur, c'est l'économie qui a un risque. Donc, il y a vraiment... cette table ronde, elle est vraiment intéressante parce qu'en fait, c'est le cœur dans ces eaux troubles où tout le monde se pose des questions. Et finalement, si vous êtes gérant dans la salle, en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir justifier, documenter, et toutes les sanctions, elles sont basées là-dessus. Je explique pourquoi j'ai fait une décote, pourquoi j'ai pas fait de décote, qu'est-ce que j'ai pris, en particulier sur la dette. Et quand je suis LP, je pose des questions. Pourquoi, comment vous avez ajusté en valeur de marché? Et le déterminant, c'est à quelle valeur liquidative je publie. Parce qu'il y a des fonds, aujourd'hui, je critique un petit peu ce que mon travail aussi, qui prévoient une valeur liquidative de plus en plus. Quand je vous dis qu'une pression des assureurs, c'est qu'ils doivent faire du bimensuel parfois. Donc, ils vont demander une valeur bimensuelle. Quel est le sens d'une valeur de private equity de manière bimensuelle? Surtout quand on fait du fonds de fonds, par exemple. Est-ce que c'est possible? C'est une information qui remonte, comment je retraite? Est-ce que même la philosophie, qui est certes vertueuse, elle est applicable à mon fonds? Donc, cette valorisation-là, l'assureur va s'en servir et va en répondre. Mais son UC, c'est pas 100%, même s'il a le droit de mettre ce qu'il veut, c'est pas 100% dans le PI. Donc, il y a vraiment un aspect qui est... Qu'est-ce que ça vaut, le private equity? J'ai des LP avec qui j'ai échangé, qui sont des assureurs et des mutuelles, qui m'ont dit, finalement, le Covid, les boîtes se sont très bien tenues dans certains secteurs parce qu'il y a des secteurs acycliques. C'est pas parce que, finalement, il y a une récession globale que ça a eu un impact sur notre portefeuille. On a appliqué des décopes de prudence, mais c'était assez raisonnable. Maintenant, pour un épargnant qui va vouloir retirer son argent, un assureur qui va avoir besoin de retirer son argent, comment on va traiter ça? C'est ça le nouvel enjeu. Ouais, effectivement, il y aura forcément des limites parce qu'on est quand même sur un marché a priori non liquide, ou en tout cas beaucoup moins liquide. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition à Richard, parce qu'effectivement, tu
Tu disais à juste titre dans ton introduction que effectivement les méthodes il y a encore quelques années étaient de se baser sur la valeur d'investissement en attendant qu'effectivement il y ait les opérations de sortie. Aujourd'hui, on vous demande de plus en plus de pression, enfin il y a de plus en plus de pression pour que la valeur soit le plus proche de la valeur de marché. Mais en même temps, si vous faites fluctuer vos prix d'un jour à l'autre, effectivement, ce sera aussi difficile de justifier vos portefeuilles et vous avez quand même une responsabilité par rapport à ça. Donc, comment est-ce que à la fois vous vous adaptez en interne parce que les pratiques de valorisation ont dû complètement évoluer et vous devez justement chercher des nouvelles bases. Donc, comment vous arrivez à vous adapter rapidement justement pour faire face à ces exigences, mais en même temps de garder une sorte de sang-froid dans ce contexte pour dire bon bah ouais, c'est quand même on maîtrise notre histoire et on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec les valorisations et de temps en temps, il faut qu'on soit quand même assez prudent sur la manière dont on réagit parce que dans un sens comme dans l'autre, ça peut avoir des impacts assez forts. Écoute, tu as les réponses dans ta question, en fait. Hein. On s'équipe d'abord, on s'équipe en people. Ça coûte. En méthode, Jacques disait tout à l'heure, il y a quelque chose à rechercher en matière d'automatisation pour quitter aussi un peu le monde artisanal. Donc, il faut que les méthodologies puissent être automatisables. Et donc, à un moment donné, le mieux est l'ennemi du bien, évidemment. Et puis, en outils aussi, hein, et en outils IT. Et tout ça a un coût, à nouveau, que Jacques évoquait. Mais on le fait, on doit le faire, et on va vers là, puisque les valorisations, il y a les enjeux réglementaires, mais il y a aussi pour les fonds juste fermés, avec des LP normales, le signal qu'envoie la valorisation sur l'évolution du fonds. Voilà. Donc tout ça est en marche, et c'est évidemment, et c'est Tiana qui le disait, différent suivant les sociétés de gestion, et en particulier les tailles de sociétés de gestion. Une société de gestion plateforme avec un certain nombre de lignes de métier et par conséquent des dizaines, voire en photo des centaines de participations dans le portefeuille. En matière de valorisation, l'équipe de valorisation a une vue qui est déjà assez transversale sur un bon échantillon du marché, qui permettent déjà d'assurer des tests de cohérence interne qui sont beaucoup plus difficiles dans une boutique qui serait monofond avec une quinzaine de lignes qui ne pourrait le faire. Gouvernance aussi de la valorisation, on parlait de comité de valorisation, mais gouvernance aussi à travers l'intervention des LP, ça c'est important, à travers tous les advisory boards ou les comités de surveillance des fonds, d'avoir des LP qui questionnent les valorisations et qui, eux, ont cette vue large et transverse et parfois même peuvent comparer une même entreprise valorisée, une même ligne valorisée différemment d'un fonds à l'autre. Et ça, c'est évidemment un indicateur. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, une réflexion personnelle. D'abord, qui m'est venue là quand tu disais, après tout, le private equity est illiquide. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu contre nature à vouloir rendre liquide ce qui est illiquide. Et la rentabilité du private equity ou le surcroît de rentabilité de private equity que tu évoquais dans les UC que l'on peut attendre, c'est finalement la prime d'illiquidité des actifs private, qui est de l'ordre de 4-5% pour l'equity, probablement autour de 1% ou 2% pour la dette senior, et puis intermédiaire pour les instruments hybrides. Donc c'est ça que va chercher l'investisseur à long terme. C'est le fait que c'est un investisseur patient et qui veut prendre ce risque d'illiquidité et être rémunéré pour ce risque d'illiquidité. Donc il y a un peu quelque chose de contre nature à vouloir liquéfier cela complètement. Et ce que je tire de ça, c'est que il faut conserver, et c'est ce que tu disais implicitement dans ta question, il faut conserver cette vue à long terme que nous avons. Parce que le travail de l'acteur en private equity, c'est en private assets d'une manière générale, hein, c'est précisément cette vision à long terme. Quand on regarde les crises et on compare les valos private equity versus public markets,
sur la bulle .com 2000-2004, les marchés publics doivent s'effondrer de 30% entre le plus haut et le plus bas, le private equity plutôt de 15 ou 20%, mais au bout de 4 ans, les deux sont revenus au même endroit, hein, parce qu'il y a un peu ce phénomène de retour à la moyenne, en fait. Bon. Si on prend la grande crise financière, c'est encore plus rapide. Sur 2 ans, on doit s'écrouler de 40%, je pense, entre le plus haut et le plus bas sur les marchés cotés, de quand même 25-30% sur le private equity, parce que, et on le disait tout à l'heure en introduction, on a déjà introduit plus de volatilité, hein, que 10 ans auparavant, mais in fine, au bout de 2 ans, on a gommé tous ces écarts. Alors, est-ce que ça veut dire que les marchés publics avaient tort et que les marchés privés avaient raison? Je ne pense pas que le sujet se pose en ces termes-là. Je pense que justement, il y a cette prudence, presque même causée pour des raisons structurelles. On amasse beaucoup de données et d'informations, on publie les valorisations avec un délai, qui est un délai de 30-40 jours, parfois plus. Alors après, il faut les accélérer et trouver d'autres méthodes. Ça, c'est un autre sujet, hein, que celui qu'évoquait Tiana pour les produits vraiment ouverts. Et ce délai, et c'est aussi un temps de réflexion pour pouvoir métaboliser l'instantanéité des informations qu'il y a et qui explique que quelque part, bah oui, le private equity va lisser. Mais je pense que le juge de paix, c'est que, in fine, à moyen terme, les valorisations reviennent vers cette même moyenne et ne s'écartent pas les unes des autres entre private equity et public equity. Et puis, alors ça, c'est une vue très personnelle. Je pense qu'il faut rester toujours humble par rapport aux valorisations parce qu'on peut faire beaucoup de modèles très sophistiqués. Il y a un remarquable article de Fisher Black qui date de 1986. Donc Fisher Black est l'un des auteurs de la formule de Black-Scholes, hein, pour les options, donc quelque chose de très sophistiqué justement. Et ben Fisher Black écrivait en 1986 un article qui s'appelait Noise. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on travaille énormément sur du bruit. On peut pas, on a des données, mais on a parfois souvent du mal à faire la distinction entre qu'est-ce qui est le bruit et qu'est-ce qui est l'information, en fait. Et donc nos valorisations, il faut qu'on se le dise, elles sont bruitées, donc elles ne sont pas nécessairement le reflet de la juste valeur, mais c'est aussi vrai sur les marchés cotés. Et Black de conclure que le prix, finalement, c'est quelque part entre la moitié de la bonne valeur et le double de la bonne valeur, et qu'on ne le saura à peu près jamais. Mais la bonne chose, c'est que ça revient vers la moyenne. Et il se trouve d'ailleurs qu'il y a quelques années, 6 ans je crois, des quants français, notamment Jean-Michel Bouchot, qui est bien connu, ont statistiquement, effectivement, alors ce n'était pas le rapport de x2, mais c'est un rapport de x1,5, dit que les prix semblent effectivement fluctuer dans tout ça. Et c'est ça que fait le private equity. Finalement, on ne sait pas où est notre valeur, mais ce qui est important, c'est qu'on soit consistant dans la méthode et que cette consistance dans la méthode fasse que sur un moyen terme, on pense que l'on chope la bonne valeur. Mais ce bruit, finalement, il est utile. C'est parce qu'il y a du bruit qu'il y a un marché. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui pense à un moment donné différemment de l'autre, mais s'il pense différemment de l'autre, c'est bien qu'il y en a un qui est bruité et que l'autre l'est moins, et qu'il y a un marché et qu'il y a une transaction. Donc tant mieux qu'il y ait ce bruit. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est chercher ce Graal de ce que serait une valorisation parfaite. Pour moi, c'est un faux sujet. Et par rapport au fond complètement ouvert, n'oublions pas qu'à long terme, on vient chercher en private equity la prime d'illiquidité. Voilà, le mot le plus important en private equity, en private debt, c'est private. C'est de l'information privée. On travaille sur de l'information privée. On est des initiaux légaux, voilà, des legal insiders. Et on travaille sur cette information privée et il nous faut du temps pour transformer cette information privée en de la valeur, et donc il faut que l'on dispose de ce temps-là. Donc ces UC, j'espère qu'ils doivent être liquides parce que les gens rentrent et sortent,
le but ne doit pas être de faire du trading dessus, doit être de sortir parce qu'on a un besoin de cash et de liquidité, c'est tout. Mais il faut vraiment qu'on reste dans cette perspective de long terme qui est le propre du private asset. Dernière question, Jacques, effectivement, donc tu disais à juste titre tout à l'heure qu'effectivement tu voyais d'un bon œil la réglementation parce que ça permettait d'augmenter l'exigence vis-à-vis des fonds et c'était pas vous qui l'imposiez finalement, mais c'est via l'intermédiaire du régulateur. Malgré tout, donc tu as dû voir aussi indirectement ce que disait Jacques, l'évolution des méthodes de valorisation. On était très conservateur par le passé et là on essaye de s'adapter de plus en plus. Comment vous voyez justement ces exercices de valorisation, comment vous les appréhendez? Parce que je pense qu'en plus, là, avec les dernières années, tout ce qui s'est passé, la période Covid, ensuite, là, des périodes un peu plus difficiles avec la forte inflation, vous avez dû voir des évolutions, des corrections sur les portefeuilles de valorisation. Est-ce que ça vous sert à quelque chose de voir justement ces corrections ou de toute façon, vous attendez la fin du fonds pour sortir et regarder ce qu'il y a ou vraiment ça a un impact significatif vous, dans votre analyse de trajectoire, peut-être aussi pour refinancer les fonds? Je pense que c'est aussi un indicateur. Essaye direct. Il marche, d'accord. En fait, je pense qu'on touche la question du private equity, l'apport de valeur historiquement du private equity, c'était justement qu'on était soustrait au regard et à cette tyrannie du marché coté où tout est valorisé chaque jour et que donc on peut prendre le temps de mettre en œuvre des décisions de management au sein des boîtes, etc. Donc il y a peut-être une incompatibilité de fond par rapport à vouloir transposer des méthodes qui correspondent quasiment aux actifs cotés. Alors moi, ce que je vois depuis 10 à 20 ans, c'est la mise en place de ces réglementations, et notamment pour la valorisation, ont pour effet de faire grossir la taille minimum du fonds et de la société de gestion. Donc il y a là quelque chose où il faut qu'on se pose des questions. C'est est-ce qu'il n'y a pas un effet d'éviction qui est indésirable? Question à poser. Disons, le fait d'avoir des bonnes valeurs, etc., est certainement désirable et utile. Deuxièmement, moi, ce que je constate, c'est qu'on change probablement trop souvent. Et quand on rajoute l'ESG, alors là, c'est tous les ans, tous les 2 ans, etc. Donc, il n'y a pas suffisamment de recul parfois par rapport au changement de normes comptables, etc. Donc, chez nous, c'est un peu... Est-ce qu'on a vraiment une traçabilité donc, la vieille garde un peu dont je fais partie, c'est plutôt, oui, à la fin du fond, on verra, une fois que j'aurai vu mon investissement. Donc, il y a une forme disons, de réticence vraiment à acheter vraiment les valorisations. Donc, je pense que là, il y a tout un champ de choses à faire pour améliorer la situation. Oui, je pense que et c'est lié à la question de l'ESG aussi, quelque part. Nous n'en avons pas parlé, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quand même très lié. Et puis en dernier, ce que je dirais, c'est en Europe, nous avons pas mal de laboratoires par rapport aux régulateurs. Et vous avez la plupart des 27 ont choisi d'avoir une régulation de type bancaire, dont la France. Donc là, c'est très rigoureux, c'est comme si c'était des portefeuilles de prêts dans des banques, etc. Vous avez 2 États, l'Irlande et le Luxembourg, qui ont choisi un autre type de réglementation, qui était une réglementation de fonds, qui sont des approches beaucoup plus portefeuille, etc. Et je pense qu'il faut trouver une synthèse entre les deux. Les valorisations qui sont faites sur le marché luxembourgeois ou à Dublin fonctionnent quand même très différemment de celles qui sont faites à Berlin et à Paris. Donc, je pense qu'il y a des pistes à creuser. Et comment tout ça impacte vos décisions? Est-ce que ça, justement, les évolutions de la méthode de valorisation utilisée par le fonds, est-ce que ça peut inciter à réinvestir dans un fonds ou plutôt d'être conservateur ou finalement c'est... En fait, je pense que c'est pas totalement vrai ce que je veux dire, mais c'est quand même... c'est-à-dire, nous décidons d'investir et après, et voici la contrainte. La décision d'investissement n'est pas encore suffisamment prise en compte en examinant également quelle est
la culture de valorisation de la société de gestion, comment ils s'y prennent, etc. Mais bon, le fait que ça change tellement régulièrement, que bon, ça empêche aussi un peu ça. Alors que dans le temps, avant, on avait de vrais échanges sur attends, comment vous valorisez vos boîtes, etc. Mais c'était très différent. Là, je ne propose pas de revenir à ce qui se faisait avant, parce qu'il y avait beaucoup d'excès, beaucoup d'opacité, mais il va falloir qu'on franchisse un cap, je trouve, pour bien intégrer toutes ces réglementations. Merci beaucoup. J'ai des milliers de questions encore, mais je voulais laisser la parole à des personnes dans la salle. Si on peut faire passer un micro aux personnes qui ont quelques questions. Super. Si vous pouvez juste vous présenter en 2 mots, nom, prénom, et puis là où vous travaillez pour qu'on comprenne avant la question, ce serait top. Première question. Bonjour à tous, Romain Bled, investisseur et advisor pour différents family office pour l'instant. J'ai une question suite à ce que tu disais, Tiana, sur le phénomène de fond que l'on observe, qui est la retaillisation en fait, du private equity, et donc l'implication de gatekeepers comme les assureurs dans ce phénomène, principalement, comme tu le disais, pour assurer la liquidité en fait, de cette retaillisation est nécessaire et en tout cas visible. Moi, ce que j'imagine et ce que j'intuite, c'est que l'implication de ces assureurs et donc de cette obligation de liquidité aura une incidence sur le pilotage des ratios prudentiels. Du coup, intuitivement, je me dis que cette retaillisation aura un phénomène d'aplanissement en fait, des valorisations pour pouvoir limiter finalement la contrainte réglementaire, en tout cas le pilotage des ratios prudentiels. Donc pour moi, je dirais qu'en effet de bande, cette retaillisation devrait contraindre les GP à minorer la valorisation des portefeuilles pour le bien des ratios prudentiels des assureurs. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est déjà observable ? Et du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de truquer à la fin, à la baisse, de manière les valorisations des portefeuilles ? C'est une question que je me pose en live. Désolé, j'ai passé 2 minutes, j'ai peut-être tout à fait tort. Alors, bon, moi, je donne mon parti pris quand même avant de répondre à la question. Je suis très contente de cette démocratisation du private equity parce que quand j'ai commencé en tant qu'avocate en structuration, j'ai été révoltée de voir que certains investissements, notamment publics, rapportaient énormément et étaient réinvestis dans des plans épargne obligatoires auxquels je souscrivais avec un rendement moindre. Donc, mon parti pris, c'est que je suis très contente qu'il y ait une désintermédiation et quelqu'un, je disais que c'était un gatekeeper de confiance, c'est pas un agent de placement, enfin c'est un assureur. L'assureur, il a 2 poches. Il a la poche qui est la sienne, donc c'est fonds propres, et là, il a un recul sur le private equity. Grâce à... Je ne sais pas à quel point les deux vont se parler, les 2 poches. Grâce à cette poche, il a une très bonne compréhension de cette classe d'actifs qui performe énormément. Il va pouvoir investir notre argent dans des UC ou dans des PER. Est-ce que effectivement, donc c'est ce que disait Richard sur le couple private equity et liquidité. Comment est-ce qu'on va gérer effectivement ce private equity illiquide ? C'est dans la construction de son UC. Et c'est la construction du fonds dans lequel il va aller. C'est tout le débat de quelle poche de liquidité je vais vouloir dans ce fonds. Ce fonds, il ne va pas faire le fonds dans lequel l'assureur ou les assureurs, ils viennent à plusieurs dans des fonds, ce n'est pas des fonds dédiés. Combien de poches de liquidité ce fonds doit-il avoir pour pouvoir tenir ses promesses ? Et moi, en tant qu'assureur, quels sont les engagements contractuels, puisque ça se négocie et ça se signe avec le gérant, qu'est-ce que je vais limiter en termes de gestion de liquidité ? Donc, pour le moment, c'est comme ça que pour respecter les ratios, l'épargne, on fait des produits donc liquides, semi-liquides. Je n'ai peut-être pas été assez claire, mais il y a le ouvert, fermé complètement et liquide, ouvert qui doit être liquide, et ça existe en private equity. C'est peut-être pas les meilleures performances. Et puis le semi-liquide. Et j'espère en tout cas, et je pense que de toute manière, il n'y aura pas trop de choix, puisque au mois d'octobre, il faut une offre private equity dans les PER. Ça va bien marcher, je pense mieux dans les PER parce que l'horizon de la retraite est beaucoup plus long que dans l'assurance vie où il y a une liquidité et encore ça dépend
Mais c'est quelque chose qui pour... Et j'ai fait pas mal de droits des assurances aussi, peut-être. Mais je trouve que la réglementation par rapport aux assureurs est suffisamment lourde pour qu'ils puissent être ce gatekeeper de confiance qui est... Parce que, attention, là, fonds fermés, donc ça fait des LP comme Jacques qui sont les investisseurs. Mais l'assureur, c'est pas son argent. Le LP, l'investisseur, c'est vous et moi. Donc lui, il a encore un rôle où il doit veiller à certaines choses. Et c'est là que tout se joue, c'est là que la structuration des fonds, que tout se joue, c'est là que toutes les discussions avec l'AMF se jouent sur combien de liquidités je mets dans ce fonds, comment je le structure, il faut que ce soit faisable pour le GP. Et franchement, sur la valorisation, on a des questions parfois qui sont aberrantes sur le private equity, où on demande une valorisation bimensuelle. Alors après, on arrive à avoir des arguments pour expliquer, mais qui est inadapté. Et les gérants de PI vont devoir apprendre à faire un peu de liquidité et s'équiper. Donc, si on va dans ce type de fonds, faut regarder ça aussi. Peut-être en complément par rapport à la question, est-ce que ça va consister à minorer pour minorer les exigences de capital réglementaire? Je ne sais pas le futur, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas même aujourd'hui, puisque la question se pose déjà aujourd'hui dans les bilans des assureurs. Là où ça va un petit peu dans votre sens, mais pas forcément de minorer, c'est que justement, les assureurs et les LP, et c'est tout ce que l'on a dit ici dans l'heure qui s'est écoulée, poussent à ajuster plus vite les valorisations, précisément pour ne pas se retrouver avec un mismatch, notamment d'effet dénominateur. On a entendu des assureurs se plaindre de ce qui n'est pas eu en 2022 ou 2023, des ajustements assez rapides, parce qu'ils se retrouvent avec un poids du private equity qui devient trop important par rapport aux actifs liquides qui, eux, ont été choqués beaucoup plus. Et ce sont ces exigences réglementaires indirectes qui rejaillissent sur nous et qui poussent effectivement à ajuster plus vite. Mais je ne pense pas à minorer. Je pense que ça va dans les deux sens, en markup et en markdown. Mais clairement, si on généralise votre question, je pense que clairement, les exigences réglementaires ont des effets indirects sur la valorisation. Je pense que la question est intéressante aussi quand on compare l'Europe et les États-Unis, mais pas que les États-Unis. La question à se poser, c'est en différentiel. C'est est-ce que l'impact des méthodes réglementaires de valorisation, etc., en Europe est différent que celui qu'aurait la même boîte aux États-Unis. Et moi, je constate souvent la boîte américaine qui dit « moi, je vaux tant » et j'achète une boîte européenne qui vaut tant selon ses règles. Et je me demande s'il n'y a pas, par exemple, notamment pour les actifs immatériels, c'est passé un peu sous le radar il y a 5, 6, 7 ans. Les États-Unis ont refait les règles de valorisation des actifs immatériels. Le PIB, le PIB américain a grossi de 3% cette année-là. Il y a eu un ajustement. Personne n'en a parlé, je ne comprends pas pourquoi. Mais il y a eu 3% d'une année sur l'autre d'ajustement, rien que pour ça. Les actifs immatériels, les brevets, les marques, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi il ne faudrait pas que la mise en place de ces réglementations mette l'économie européenne du private equity dans une situation de désavantage par rapport aux échanges avec ceux qui achètent nos boîtes, en fait. Merci beaucoup. François Le Tourneur, je dirige une société de capital investissement. Et j'avais une question pour Tiana concernant la décote des liquidités, parce qu'on investit dans des sociétés et avec parfois des horizons de liquidité qui sont assez lointains. Et donc, en fait, notre liquidité en tant que gestionnaire de fonds vient, suivant les cas, soit d'opérations intermédiaires, dans lequel un investisseur prend la suite et assure une partie de la sortie de nos actifs, ou dans certains cas, des fonds qui arrivent en fin de vie, si je puis dire, et avec encore un portefeuille résiduel. Et donc là aussi, se pose éventuellement la question de la décote des liquidités. Et donc, ce serait d'avoir votre avis sur est-ce qu'il faut finalement sur ces fonds déjà prévoir une forme de décote des liquidités pour un certain pourcentage. Voilà. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à prendre en compte aussi dans les valorisations? Alors, c'est une question difficile.
La décote d'illiquidité, elle est prévue et elle est même indiquée comme nécessaire dans la doctrine AMF. Est-ce que les GP le font ? Je ne pense pas. Quand on est en fin de vie. Bon, je reviens à mes risk factors parce que les facteurs de risque, c'est la page que personne ne lit mais que tout le monde doit avoir et que vous devez avoir notamment sur les illiquidités de valorisation. Ça se réalise en fin de vie du fonds et c'est à ce moment-là que la décote, il faut la mettre. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, en tout cas la considérer. Quand je dis la mettre, je reviens sur qu'est-ce que dit la réglementation de grands principes. Donc, si je démontre dans mes procédures internes, dans mes rapports annuels, dans mes règlements de fonds, la documentation des fonds, l'AMF a rappelé à l'ordre et sanctionné une société de gestion, à ma connaissance, parce que ce n'était pas assez étayé. Et là, il faut expliquer pourquoi on met cette décote ou on ne la met pas. Et l'industrie des fonds secondaires, donc c'est des fonds qui viennent racheter des parts de fonds, a permis de moins mettre de décote parce que la probabilité de pouvoir recéder une ligne faisait qu'il y avait un nouveau marché qui se développait. Donc, mon conseil, d'un point de vue réglementaire, c'est bien faire attention à partir de la 5-6e année à bien expliquer, pas uniquement aux LP, parce que les LP, quand c'est des grands institutionnels, ils sont équipés, ils comprennent la valeur, ils vous posent des questions. Mais pas montrer les échanges avec les LP. Les mettre dans vos rapports annuels, les mettre dans vos rapports trimestriels, prévoir quelque chose dans la réglementation, dans le règlement du fonds, et appliquer ou pas la décote. Peu de gens le font, et je vous dis, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule société de gestion qui a été... mais ça suffit à faire cette doctrine soft law non écrite. Et quand on a toujours un contrôle AMF, c'est normal. Et ça fait partie des points, la valo. Là, vous avez peut-être reçu, les gérants de la salle, vous avez reçu la lettre, le questionnaire d'aide privée. Je crois que le capital investissement va être Richard soupir. Mais c'est normal, c'est comme ça que les données se compilent aussi. Peut-être un point par rapport à cette société de gestion et d'autres en Europe. Elles ont été sanctionnées parce qu'elles n'ont pas suffisamment étayé. C'est-à-dire, c'est une question de paper trail, ce qu'on appelle en anglais. Et donc, alors qu'il faudrait qu'on arrive à en faire une culture de la valorisation, de la prise en compte de l'illiquidité, etc. Et je trouve, l'expérience, la question qui était posée avant, mon expérience, c'est que on insiste beaucoup sur en fait la documentation. Et c'est cette partie-là notamment qui pourrait être automatisée de manière beaucoup plus dynamique, je crois. Parce que... Juste un peu des points sur la décote de liquidité. C'est vrai qu'effectivement, dans l'IPEV, quand on lit les préconisations de l'IPEV, elle est prévue. Et effectivement, et comme tu le dis, Jacques, effectivement, il est expliqué et précisé qu'effectivement, ce qui importe sérieusement, c'est sa documentation en tant que telle. Son utilisation, après ça, elle est un peu à l'appréciation du manager. Je vais juste faire une mention, parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec Richard, on a échangé. Il y a un bon exemple de ce que vous dites sur la valo et qui fait quoi. Et encore une fois, on est dans un monde fermé où moi, en tant que conseil, je vois, mais voilà. Les opérations de co-investissement, les fonds de co-investissement sur une même société, différents fonds, n'ont pas la même valorisation, alors qu'on parle du même instrument, de la même société. Et c'est pas mal, Richard, parce que c'est le savoir-faire, en fait. Et vous ne voudriez pas que ce soit une même vision, parce que vous espérez de la plus-value. Donc, chacun a son savoir-faire, et à partir du moment où il peut justifier, il n'y a pas eu de sanction sur ces opérations de co-investissement, où pourtant la valo est différente et certains ont appliqué une décote. Je rebondis sur ce qu'Henri-Pierre disait sur la décote d'illiquidité qui est prévue dans l'IPEV, effectivement, mais peut-être moins bien encadrée. Et si on revient à un des points qu'on évoquait tout à l'heure, les actifs privés rapportent en plus des actifs publics précisément la prime d'illiquidité. Il y a effectivement une justification à prévoir une décote d'illiquidité, mais à la main du gérant, en fonction de l'horizon de sortie qu'il projette.
Et la clé, elle est là. Et de l'instrument. Si je suis en equity et que j'ai 4-5% de prime d'illiquidité, mon horizon de sortie à 5 ans justifie une décote de 20%. Mais en même temps, en equity, en tant qu'actionnaire majoritaire, où je contrôle la sortie et je sais que je vais lancer un mandat et que dans 12 mois, l'affaire est pliée, elle est sortie, je ne suis pas fondé à placer 20% de décote d'illiquidité, mais probablement 5% de réserve d'illiquidité parce que je vais encore avoir 12 mois et une incertitude sur mon processus de sortie. Mais pour moi, cette décote d'illiquidité en tant que décote est moins quelque chose de négatif que le reflet de la surperformance qui est elle-même juste le prix de l'illiquidité. Bonjour, Marc Lagel, Ether Financial Services. Vous parliez tout à l'heure du papier de Fischer Black sur Noise, de la fameuse formule Black-Scholes et Merton qu'on oublie. Oui, vous nous en parliez pour parler de la simplification des modèles, pour promouvoir la simplification des modèles. Est-ce que c'est pas en l'encontre avec des recherches plus récentes, typiquement Nassim Nicolas Tayeb sur les signaux faibles, et donc qui pousse vers une complexification des modèles, et comment faire la part des choses entre ce bruit et ces signaux faibles. Et je terminerai par une petite remarque, on est quand même sur des modèles beaucoup plus de public equity que de private equity. Alors je connais pas spécifiquement, je connais Nicolas Tayeb, mais pas spécifiquement le papier en question. Je pense que c'est très difficile de faire la part des choses entre signaux faibles et bruit et information. Mais là où je vous rejoins, c'est que par rapport à la conclusion un peu fataliste de Noise, il y a quelque chose qui s'est quand même développé de manière assez explosive ces 5 dernières années, c'est la puissance des moyens de traitement des données. Voilà. Et donc je pense que toutes ces techniques d'intelligence artificielle générative notamment, pour traiter toutes ces données, et l'arrivée de l'IA générative dans nos métiers va aider et va contribuer à affiner justement les valorisations. Alors là, c'est un peu de la finance fiction, mais à mon avis assez rapidement. Comme vous le savez, c'est déjà utilisé. Alors en particulier les gérants, moi je ne suis pas du milieu du venture, mais les gérants de venture et de growth utilisent déjà de plus en plus souvent l'IA, ne serait-ce que pour traiter leur deal flow. Et on voit bien que ça va être justement explosif, au sens où non seulement on va avoir toutes les données que l'on utilise, c'est-à-dire la richesse des reporting que nous apportent les sociétés, mais en plus, tout ce que l'on va pouvoir lire de connexe dans la presse et sur le web, sur l'entreprise, pour pouvoir justement faire émerger une meilleure valorisation. Ça j'y crois beaucoup. Il y a peut-être des entreprises qui se penchent sur ces sujets d'IA appliqués au private equity, mais clairement, ça sera peut-être le moyen de réconcilier les choses. Merci beaucoup. Bon, on va conclure cette table ronde riche. Et puis, je pense qu'on a identifié en plus quelques sujets qui pourraient faire l'objet de prochaines sessions. Donc, on va en discuter ensemble, notamment le sujet ESG qui a été rapidement effleuré. Et puis je pense que aussi, on a commencé à évoquer un peu je ne vais pas dire titrisation, mais aussi comment on génère de la valeur des fonds, même avant la fin du fonds. Et comment justement tout un marché se crée autour du secondaire. Donc je pense qu'on a des opportunités pour y discuter. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On espère que l'échange vous aura été intéressant. En tout cas, merci d'avoir fait l'effort, et notamment avec cette pluie dure le matin de septembre. Donc voilà, merci à nos speakers d'avoir intervenu et d'avoir donné autant de richesse à cet échange. Merci beaucoup.